Hey, salut les chimistes, ici Blablaro. Bon, vous allez bien? Aujourd'hui, c'est une vidéo TIPE. En fait, vous avez été pas mal à dire quand j'ai fait un sondage, ouais, on adorerait voir des euros blancs de TIPE. Donc voilà, mes étudiants se sont prêtés au jeu, on a enregistré des euros blancs. Donc dans cette vidéo, c'est mon étudiante Anaïs qui va vous présenter son TIPE, qui est le fruit d'un travail franchement colossal. Donc je la remercie vraiment de s'être prêtée au jeu. Alors avant de regarder, je voudrais quand même dire quelque chose de hyper important, parce que du coup, mes étudiants étaient hyper sympas, généreux et courageux d'accepter de faire ça, parce que ce qu'on filme, c'est un oral d'entraînement. Ça veut dire qu'en fait, l'oral, il n'est pas encore complètement finalisé, il y a encore des petites choses qu'on améliore, qu'on corrige, etc. Mais on le filme, on le partage, parce que voilà, c'est aussi l'esprit de cette chaîne, de progresser tous ensemble, de continuer d'apprendre. Donc n'hésitez pas à en profiter tout d'abord, et puis à nous laisser des commentaires si vous avez des questions, soit sur le contenu, soit sur la forme, etc. Restez toujours bienveillants dans vos commentaires, parce que encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est un exercice qui est pas du tout évident. Déjà un oral blanc, c'est pas toujours facile. Alors un oral blanc quand vous êtes filmé, que des fois on a du public et tout, voilà, vous voyez le truc. Donc bref, Anaïs, encore un grand merci d'avoir joué le jeu, et sans plus attendre, je lui laisse la parole. Bonjour, je vais vous présenter mon TIPE sur la corrosion des métaux. Donc tout d'abord, on estime que la corrosion a un impact considérable sur l'économie, puisque son coût s'élève à plusieurs milliards de dollars par an. Également, on lui attribue des problèmes de sécurité, puisque l'effondrement de certains édifices sont dus à la corrosion, notamment qui affecte les suspensions des ponts. Également, on lui attribue des problèmes environnementaux, puisque certains moyens de protection, tels que la peinture anti-rouille, sont formés à partir de dérivés pétroliers, donc sont dangereux pour l'environnement. Donc c'est pourquoi nous avons souhaité étudier comment peut-on influencer la cinétique de corrosion d'un métal en vue de sa protection. Donc tout d'abord, nous avons souhaité réaliser une approche globale pour étudier dans un premier temps quels étaient les facteurs de corrosion. Dans un second temps, nous montrerons l'efficacité d'une protection par passivation. Et enfin, nous nous tournerons dans un troisième temps vers une protection plus respectueuse de l'environnement grâce à un inhibiteur vert de corrosion. Donc pour commencer, nous avons réalisé une étude sur le long terme de la corrosion pour pouvoir comprendre au mieux quels étaient les facteurs qui l'influencent. Donc pour cela, nous avons placé 5 plaques de fer de masse et de taille similaires dans différents bocaux. Donc tout d'abord une plaque qui n'est pas protégée, qui va servir de témoin en milieu acide, donc à pH 2. Également une autre plaque témoin, donc non protégée, dans une solution saturée en sel. Et nous avons testé 3 moyens de protection qui vont être placés dans la même solution que celle-ci, donc à pH 2, pour tester l'efficacité de ces moyens de protection. Donc une plaque qui a été protégée par un anode sacrificiel au zinc, une autre par passivation à l'acide nitrique, et enfin la dernière par protection à la peinture anti-rouille. Donc notre étude s'est portée sur 5 semaines, et chaque semaine nous avons étudié la variation de la concentration en ion Fe2+, par titrage colorimétrique au permanganate de potassium. Et également nous avons étudié la variation de la masse au niveau des plaques par pesée. Donc ces deux études nous ont permis d'accéder à 2 quantités d'ion Fe2+, donc celle qui est présente en solution et celle que l'on peut déduire de la masse perdue pour pouvoir vérifier si on a bien le fer solide qui va s'oxyder en fer 2. Cependant, on peut avoir d'autres réactions qui peuvent un peu parasiter notre titrage, donc à savoir l'oxydation des ions fer 2 en fer 3 et la formation de rouille notamment. Donc, grâce à ce suivi de ces 2 quantités de matière, on a pu tracer les diagrammes correspondants. Donc ici nous avons les 2 témoins, donc la solution en milieu acide et celle en solution saturée en sel. Tout d'abord, on remarque que la quantité d'ion Fe2+ titré en solution qui est représentée en bleu sur les 2 diagrammes, pour celle à pH 2, elle est 5 fois supérieure à celle en solution saturée en sel, ce qui nous montre qu'une solution acide est plus corrosive qu'une solution saturée en sel. Donc c'est pourquoi dans nos études ultérieures, on va se concentrer sur une solution acide pour avoir des résultats plus rapides. Ensuite, on remarque que nos 2 diagrammes suivent la même tendance, à savoir que sur les premières semaines, on a la variation d'ion Fe2+ titré en solution qui va suivre une même variation que celle
déduite de la masse, donc qui décroît toutes les deux de la même manière, donc ce qui confirme ce qu'on avait expliqué précédemment, à savoir que le fer solide va s'oxyder en ion fer 2. Cependant, vers les dernières semaines, donc pour les 2 diagrammes, on remarque une légère hausse au niveau de la masse qui n'est pas suivie par ce qui se passe en solution, ce qui montre que vers la fin, on a d'autres phénomènes à prendre en compte, donc notamment la formation de rouille qui va apporter de l'oxygène au niveau de la plaque, ce qui va expliquer un gain de masse, donc qui n'est pas suivi par les UFE2+ titrés en solution, puisque la rouille ne va pas être titrée par le permanganate lors du titrage chaque semaine. Donc ensuite, voici 2 moyens de protection, donc l'anode sacrificielle et la peinture, qui sont placés dans le même milieu que le précédent diagramme de gauche qu'on avait sur la diapositive précédente. Donc tout d'abord, on remarque que ces deux diagrammes montrent que ce sont en effet des moyens de protection qu'on a mis en place, puisque on a la quantité d'ion Fe2+ présent en solution qui sont divisés par 5 et par 1,5 pour la peinture. Ensuite, on peut remarquer que la variation de la quantité d'ion Fe2+ déduite de la masse est un peu particulière au niveau de l'anode sacrificielle, puisqu'elle part dans les négatifs, ce qui est en fait normal puisque c'est un calcul de variation, donc qui est dû à la soustraction de la masse entre 2 semaines successives. C'est pourquoi on est dans les négatifs, puisqu'en réalité on a un gain en masse. Donc cela peut s'expliquer par la formation de rouille au niveau de la plaque qui a été protégée par anode sacrificielle, puisque la rouille va faire gagner en masse, puisque il y a un apport en atomes d'oxygène, donc qui va faire augmenter la masse. Et ensuite, voici le résultat pour la passivation. Donc, à nouveau, on a les mêmes tendances et également, on remarque qu'on a bien un moyen de protection puisque la quantité d'ion Fe2+ a été diminuée de un peu moins de 2 par rapport à notre plaque témoin. Donc, la passivation, c'est une méthode que j'ai ensuite voulu étudier en particulier. Donc cette fois-ci, j'ai réalisé une étude sur le court terme de la passivation pour tester son efficacité. Donc pour cela, j'ai placé une plaque de fer dans de l'acide nitrique, puisque l'acide nitrique au contact de la plaque de fer va l'attaquer pour former une couche d'oxyde protectrice qui est le nitrate ferrique, qui va former une couche de solide qui va protéger la plaque de fer d'une attaque ultérieure. Donc une fois cette méthode mise en place, j'ai souhaité tester son efficacité. Donc pour cela, j'ai voulu accéder à l'intensité de corrosion. Donc pour ce faire, j'ai réalisé un diagramme d'Evans qui va recenser l'évolution du potentiel en fonction de l'intensité. Donc on a l'évolution du potentiel du fer, mais également l'évolution du potentiel de la contre-électrode de zinc, puisque lorsqu'on va prolonger les 2 courbes à leur intersection, on va pouvoir lire l'intensité de corrosion. Donc pour cela, j'ai réalisé le montage électrique présenté ici, puisque dans les circuits, on va faire varier l'intensité du courant grâce à une résistance variable et suivre l'évolution des potentiels grâce à 2 voltmètres au niveau du zinc et 1 au niveau de la plaque de fer. Donc ici, j'ai réalisé le diagramme d'Evans sur la plaque témoin qui n'a pas été protégée. Donc on a l'évolution du potentiel en fonction de l'intensité, donc en bleu pour le fer et en rouge pour le zinc. Également avec la notice de l'appareil utilisé, donc le voltmètre, je connaissais la formule de l'incertitude, donc j'ai pu placer les barres d'incertitude pour chacun des points. Et j'ai réalisé une régression linéaire pour les 2 courbes. Ensuite, j'ai utilisé une méthode de Monte Carlo pour pouvoir propager les incertitudes sur la pente et leur donner à l'origine des 2 courbes de potentiel obtenues. Ce qui m'a permis ensuite, donc en égalisant les 2 courbes, potentiel du fer égale potentiel du zinc, j'arrive à obtenir l'ordonnée de l'intersection qui est justement l'intensité de corrosion qui est recherchée. Et à nouveau, par une simulation de Monte Carlo, j'en ai déduit l'incertitude. Donc en finalité, on a bien l'incertitude de corrosion. Ici, donc, pour la plaque témoin qui n'a pas été protégée, on a une intensité de corrosion de 23,2 mA. Donc j'ai réalisé à nouveau cette manipulation avec une plaque qui a été cette fois-ci protégée et je trouve une intensité de corrosion cette fois-ci de 14,3 mA. Donc déjà, on remarque que l'intensité de corrosion a été diminuée.
Également, connaissant la surface des plaques que j'ai immergées en solution, je peux utiliser la relation V égale I sur NFS, ce qui me permet de déduire la vitesse de corrosion. Donc, ensuite, quand je réalise le rapport de mes deux vitesses de corrosion, je constate que j'ai réussi à diminuer de 40% la vitesse de corrosion avec ma protection. Ensuite, j'ai réalisé le même rapport sur les plaques qui ont été placées en solution pendant 5 semaines. Et cette fois-ci, en faisant le rapport des deux vitesses, je trouve une diminution de 26%. Donc on remarque que cette protection est plus efficace sur le court terme que sur le long terme. Donc on a perdu en efficacité avec le temps. Donc le problème de la méthode que l'on a mise en place, c'est que l'acide nitrique est un produit qui est dangereux, mais également certains moyens de protection couramment utilisés dans l'industrie sont les peintures anti-rouille qui sont composées notamment de pétrole. Donc c'est pourquoi j'ai cherché à me tourner vers un moyen de protection qui est plus respectueux de l'environnement. Donc pour cela, je me suis tournée vers l'aloe vera, puisque dans les feuilles d'aloe vera, on trouve une molécule qui est l'aloïne, qui va pouvoir nous servir d'inhibiteur de corrosion, puisqu'elle présente de nombreux sites hydroxydes qui vont avoir une affinité avec le métal, donc qui vont s'accrocher au métal, mais également des cycles qui vont former une couche hydrophobe au niveau du métal, donc en somme va pouvoir permettre de le protéger. Donc pour cela, j'ai récupéré 42 grammes de feuilles d'aloe vera que j'ai placées dans de l'éther diéthylique et j'ai réalisé un montage de Soxhlet dans le but d'extraire l'aloïne. Donc sachant que dans les feuilles d'aloe vera, on a 3% d'aloïne, j'ai calculé la masse maximum que je pouvais espérer atteindre de mon extraction, donc masse maximum d'aloïne. Sauf qu'une fois mon extraction réalisée, j'obtiens une masse obtenue qui est supérieure à la masse que j'attendais d'aloïne. Donc ce qui me fait un rendement d'extraction qui est plus grand que 100%, ce qui témoigne que j'ai des impuretés dans ce que j'ai extrait. Donc cela est cohérent avec la CCM que j'ai réalisée juste après, puisque au niveau de mon produit brut, j'ai une succession de tâches de différents rapports frontaux, avec des rapports frontaux plus petits que celle de la tâche de l'aloïne que j'obtiens dans mon produit du laboratoire. Donc ce qui montre que j'ai des impuretés, en particulier puisque leur rapport frontal est inférieur. On sait du coup que ces impuretés sont des molécules plus polaires et plus protiques. Mais également, on peut dire qu'on a réussi à extraire de l'aloïne puisqu'on a une tâche avec le même rapport frontal que celle au niveau de mon produit labo. Donc c'est pourquoi quand j'ai cherché à la tester avec un diagramme d'Evans, j'ai utilisé mon produit du laboratoire et non mon produit brut pour être sûr de tester l'efficacité de l'aloïne et non de celle des impuretés que je pouvais obtenir dans mon produit brut extrait précédemment. Donc avec mon produit du laboratoire ne contenant que de l'aloïne, j'obtiens une intensité de corrosion de 2,5 mA. Et donc à nouveau, en utilisant la relation V égale I sur NFS, j'arrive à en déduire une vitesse de corrosion. Et cette fois-ci, j'obtiens une diminution de 89% de ma vitesse de corrosion. Donc pour faire un bilan des différentes méthodes de protection qu'on a pu mettre en place dans notre TIPE, j'ai réalisé le diagramme suivant. Donc au niveau de la passivation et l'aloïne sont le fruit de mon travail et la note sacrificielle a été mise en place par mon binôme, donc c'était une note sacrificielle au zinc. On remarque que deux de nos méthodes ont une diminution de la vitesse de corrosion qui est plus grande, donc supérieure à 50%. Ce qui témoigne du fait que ces méthodes peuvent être utilisées dans l'industrie puisqu'on peut considérer que la méthode de protection est compétitive quand elle arrive à diminuer de plus de 50% la vitesse de corrosion. Au niveau de l'aloïne, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle peut être couplée avec d'autres méthodes puisque l'aloïne va être placée dans le milieu. Donc rien n'empêche de protéger la plaque de fer avec une des autres méthodes vues précédemment, ce qui peut à nouveau améliorer en plus le pourcentage de diminution. Pour conclure, au niveau de ce TIPE, on a montré l'efficacité de deux moyens de protection qui pourraient être mis en place à l'échelle industrielle. Également,
donc par manque de temps, je n'ai pas pu, mais j'aurais souhaité tester mon Halloween cette fois-ci sur le long terme, puisque là j'ai réalisé des diagrammes d'Evans, mais sur une échelle de 30 minutes. J'aurais aimé pouvoir le confronter sur le long terme pour voir si on perdait en efficacité sur le long terme. Également, j'aurais aimé pouvoir réaliser à nouveau une étude sur plusieurs semaines au niveau de l'Halloween pour savoir si on retrouvait à nouveau une évolution d'ion fer 2 cohérente avec celle du fer solide déduit des plaques. Voilà. Merci Anaïs. Alors au niveau du temps, je crois que tu es à 14 minutes 30 à peu près. Donc on est bien, hein, niveau gestion du temps, super. Je vais passer de l'autre côté avec toi pour les questions, ça va être plus sympa. Comme ça tu ne seras pas toute seule devant la caméra. Est-ce que tu sais à peu près combien de temps ça tient, cette couche passivante? Donc sur le long terme, donc sur une étude de 5 semaines, on avait déjà une diminution de la vitesse de corrosion, mais qui était quand même diminuée par rapport à la plaque témoin. Donc au bout de 5 semaines, elle est encore présente, mais je pense amoindrie et altérée. Alors je vais te poser une question, moi c'est sur le courant de corrosion. Tiens, la diapo juste avant. Oui. Voilà, par exemple 23 mA, est-ce que tu peux nous donner une idée, ça coûte combien en courant de corrosion? On perd du fer? Oui. Combien ça coûte? C'est-à-dire? Bah si, je sais pas, par exemple on ramène ça à 1 mois, 1 an. Ah, je me suis pas mise à calculer. Ok. Si on imaginait qu'on devait faire le calcul, comment tu t'y prendrais? J'avais la vitesse qui était égale à I sur NFS, donc j'ai un trou sur la formule que je dois utiliser. C'est quoi la vitesse en fait, sa définition, sa vitesse de réaction électrochimique? C'est la dérivée de l'avancement. Ok, bon, surfacique, mais ouais. Oui. Du coup, on pourrait remonter à l'avance. Si on fait l'hypothèse que le courant de corrosion est constant, ce qui n'est pas vrai, mais on va quand même dire que on fait l'hypothèse. On pourrait accéder donc à l'avancement et à partir de là... Si tu as l'avancement, tu peux calculer la masse de fer consommée. Oui. Et si tu as la masse de fer consommée, après il suffit de connaître le prix au kilo et tu peux avoir une idée du coup des pertes financières que représente la corrosion. Et tu l'as dit au début, hein, c'est des sommes astronomiques. Hein. Oui. Mais je trouve que ça peut être pas mal, mine de rien. Enfin, là, du coup, je fais une question correction. Oui. Mais le jour du TIPE, de s'être fait une idée sur votre TIPE, de se dire, par exemple, on a diminué de temps le courant de corrosion, voilà ce que ça représente en masse de fer, voilà ce que ça représente en ordre de grandeur en termes d'argent. Je trouve que bon, ça peut être pas mal pour qu'on prenne conscience de l'enjeu. Pour l'extraction, pour l'extraction avec l'Halloween, tu as un rendement d'extraction qui est supérieur à 100%. C'est ça. Tu t'attendais à moins? Non, parce qu'au niveau de l'aloe vera, il y a beaucoup de molécules présentes, donc la masse que j'avais calculée, c'était que pour l'Halloween. Connaissant la teneur d'Halloween dans les feuilles d'aloe vera, c'est pour ça que j'obtenais une masse assez faible, puisque c'était que celle de l'Halloween et qu'il y a plein de molécules dans l'aloe vera, donc c'est normal d'avoir un rendement d'extraction plus grand, puisqu'il y a beaucoup de choses dans l'aloe vera. Voilà, ok. Donc sans t'étaler dessus, moi je te suggère de le dire, en fait, tu vois, de dire c'est pas surprenant, parce que ma masse maximale attendue, je l'ai calculée sur une hypothèse où j'ai que de l'Halloween, mais évidemment on a extrait plein d'autres composés avec, donc... Ok, donc il n'y a pas de surprise et c'est bien. Je voudrais que tu m'expliques le principe de la simulation Monte-Carlo en quelques mots. Alors, je peux vous montrer mes notes, puisque j'ai placé mon... je suis allée dans le mauvais sens, excusez-moi. Mon programme informatique en annexe... Donc voilà. Donc au niveau de la méthode de Monte-Carlo, on va donc expérimentalement on a une liste, on obtient une liste du potentiel en fonction de l'intensité. Donc ça nous donne des coordonnées de différents points. Or on connaît une incertitude au niveau des abscisses grâce à l'appareil de mesure, donc le voltmètre, puisqu'on savait que l'erreur au niveau du voltmètre c'était 3% et 2 valeurs de lecture. Donc on obtient une barre d'incertitude et la méthode de Monte-Carlo va consister dans le fait qu'on va placer, donc on va simuler une courbe qui va reprendre la même coordonnée mais qui va lui ajouter une valeur aléatoirement prise dans l'intervalle qui va être donc plus ou moins la racine de 3 fois l'incertitude qui est donnée dans l'appareil. Ce qui fait qu'on va avoir plusieurs points, mais légèrement décalés au niveau de la pente et de l'ordonnée à l'origine,
Or, donc, on obtient une courbe qui n'est pas tout à fait la même et avec donc, une ordonnée à l'origine et une pente différente. Et on réalise cette simulation plusieurs fois. Et on fait une liste où on va rentrer toutes les valeurs des pentes qui ont été obtenues et toutes les valeurs des ordonnées à l'origine. Et donc, on va déduire que la pente finale, ça va être la moyenne de toutes les pentes qu'on a obtenues et son incertitude va être égale à l'écart type de la liste de toutes les pentes. Et on peut faire pareil au niveau de l'ordonnée à l'origine. Ok. C'est plutôt bien expliqué. Il y a des petits... Ouais, je vois que tu t'es entraîné. J'ai essayé. C'est bien, c'est bien. Par contre, tu as dit incertitude sur les abscisses, c'est incertitude sur les ordonnées. Sur les ordonnées, oui, pardon. Ok, quand je te demande le principe de la simulation Monte Carlo, ta réponse, elle est bien. Essaye de... Si tu peux faire un peu plus court, c'est-à-dire, par exemple, tu n'avais pas besoin de me rappeler quelle était l'incertitude du voltmètre. D'accord. Oui. Tu peux juste dire, connaissant les incertitudes expérimentales, en fait, on va faire une simulation pour tirer 10 000 fois chaque valeur. C'est un petit peu ça l'idée. Et finalement, ton code, ce que tu as demandé de faire, tu peux peut-être le dire ici, tu as fait 10 000 régressions linéaires, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. C'est ça 30 000 30 000 pour Voilà, on a fait 30 000 régressions linéaires et donc à chaque fois, on relève la pente, l'ordonnée à l'origine. Et après, bon, tu as très bien expliqué. Ok, super. J'ai une autre question. Oui. Est-ce que tu peux me dire, de manière générale, ce que t'a apporté la réalisation de ton TIPE? Donc tout d'abord, j'ai choisi de faire ce TIPE parce que j'avais assisté en première année de prépa à une conférence sur la protection des avions avec la peinture qui permettait de les protéger notamment face à la corrosion. Mais c'était en salle de conf là, oui. 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 Ah oui. Ok. Et donc, je savais pas que c'était ça qui avait inspiré. Et donc ça m'avait intriguée et du coup je me suis renseignée sur la corrosion en particulier et c'est là que c'est démarré. Et c'est vrai que mon TIPE m'a permis d'apprendre d'autres manières que la peinture et qui avaient des raisons expliquées de manière chimique bien plus poussée que juste une simple peinture qui a une protection entre guillemets mécanique puisqu'elle va former un film protecteur au niveau de la plaque. D'accord. Et donc ça, c'est par rapport à la thématique de ton TIPE, mais est-ce que ça t'a apporté quelque chose aussi sur le plan personnel, formatif? Oui, sur le plan personnel, au niveau du fait d'avoir travaillé au début en commun avec mon binôme, donc on a pu démarrer ensemble et de comprendre les enjeux de notre TIPE de manière très globale, et le fait d'avoir pu diverger m'a permis, je trouve, de manipuler seul et de réussir à gagner en autonomie là-dessus. Au niveau des manipulations, le montage de socle, je l'ai réalisé toute seule, c'était un montage qui était assez long, donc ça permet de gagner en autonomie aussi au TIPE. Ah ouais. Je fais une parenthèse du coup pour ceux, si jamais je garde dans la vidéo, pour ceux qui regarderont, en fait le travail abattu il est gigantesque, on ne s'en rend pas forcément compte, mais si vous regardez les manips, en fait il y a des semaines et des semaines de suivi, plus vous avez mis une partie orga, plus vous avez mis une partie avec les droites de Tafel, du code, etc. Donc là en termes d'investissement de TIPE, c'était assez important quand même. Globalement, tu as trouvé ça difficile? Est-ce que ça a contraint beaucoup tes semaines ou ça allait? Disons que donc avec mon binôme, on a utilisé vraiment tous les créneaux qui étaient à notre disposition pour les TIPE, voire des créneaux supplémentaires. Mais je regrette vraiment pas parce qu'on a pu pousser notre TIPE le plus possible. Et même si on avait eu plus de temps, je pense qu'on aurait aimé en faire plus. Après, l'inconvénient du TIPE, c'est que des fois, il y a des choses qui ne marchent pas. Et c'est vrai que quand ça ne marchait pas, c'était un peu dur pour le moral d'essayer de redémarrer. Parce que là, on vous a présenté les diagrammes d'Evans, tout beau avec les belles incertitudes et tout ça. Mais il y a eu des fois où ça ne marchait pas et on n'avait pas vraiment de raison. Donc il fallait retenter la semaine d'après et il fallait s'accrocher, quoi. Oui, j'ai bien vu. J'étais là. Est-ce que tu veux dire un conseil pour quelqu'un qui n'aurait pas commencé son TIPE et qui va s'y mettre? Moi, je dirais surtout pour donc les futures deuxième années de s'accrocher au niveau des TIPE parce que quand ça ne marche pas, il ne faut pas perdre espoir et il faut continuer à les faire, les manipulations jusqu'au bout parce qu'à un moment donné, même si vous allez en faire beaucoup, à un moment donné, il y en a une qui va marcher même si tous les autres n'ont pas marché et c'est surtout ça qui compte. Et même si ça ne marche pas, il faut le présenter et c'est limite tout aussi intéressant de présenter des échecs en TIPE. Ouais. Voilà. Disons qu'un échec à partir du moment où il t'a permis de faire un choix éclairé derrière, c'est plus un échec finalement. Et du coup, l'idée, c'est toujours de comprendre quand une manip ne marche pas, pourquoi elle ne marche pas. Et c'est vrai que comme tu l'as dit avant, vous avez rentabilisé toutes les séances du mardi. Et donc, ça a bien marché. C'est un beau TIPE. Ok, c'est bien. Je pense qu'on a fait pas mal de questions. Après, je vais te donner d'autres corrections en off. D'accord. Et écoute, je te souhaite de réussir à mettre en valeur tout ce travail, en tout cas devant le jury. D'accord, merci. J'espère que ça marchera. Merci Anaïs. Merci à vous.